Bonjour à vous, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être là, en ce samedi après-midi. Je suis très heureux que toutes les associations compétentes, actives, engagées soient présentes. Je remercie d'ailleurs, messieurs, les députés, Thierry Robert, Philippe Folliot, qui sont là avec nous. J'excuse Harry Chalus, qui aurait voulu être avec nous aussi, mais qui n'a pas pu être là, mais qui est très engagé. Et je remercie toutes celles et ceux qui, depuis des mois, œuvrent, à la fois dans le cadre de mes déplacements comme à Paris, sur le sujet justement de l'outre-mer, et en particulier Marjolaine Millon-Moirant, qui est déléguée pour moi des ultramarins de l'Hexagone, et tout le travail qui a été fait par Max Dubois aussi, qui doit être là, et qui s'est beaucoup engagé à nos côtés. Je ne vais pas vous faire un long discours, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse répondre de manière très concrète à toutes les questions que vous vous posez. Parce que sinon, ce serait trop facile, je viens vous faire un discours ex cathedra, et puis vous repartez comme vous êtes venus. Donc, je souhaite qu'il puisse y avoir autant de questions que nécessaire, et je vais y répondre. Je vais être très court et très direct avec vous. Nous avons à redresser le pays sur le plan économique, social, sur les sujets de sécurité, d'éducation, et le programme que je porte, sur lequel beaucoup d'entre vous ont travaillé, il vaut pour le pays, et donc il s'applique à la fois pour l'Hexagone et pour les territoires ultramarins, avec chacune et chacun leurs spécificités. Et donc les engagements que j'ai pris, par exemple pour réduire à 12 élèves par classe en CPCE1 en zone REP+, est particulièrement pertinent pour l'outre-mer. J'étais encore il y a quelques semaines à La Réunion où on a quasiment, cher Thierry, la moitié des enfants qui sont concernés par cette mesure, pour aider au rattrapage. Les mesures d'autonomie des établissements et des universités est très important aussi pour nos outre-mer, où il y a des défis très spécifiques qui sont à relever. Les mesures que nous avons prises en termes de redressement économique pour la baisse des charges, la suppression du RSI, la transformation justement du modèle économique actuel sont essentielles pour nos territoires d'outre-mer parce qu'ils sont particulièrement dépendants de notre dynamisme entrepreneurial. Et les mesures qui sont prises en termes de sécurité pour porter à 10 000 forces de police et de gendarmerie supplémentaires et les déployer dans les zones les plus prioritaires est déterminant pour l'outre-mer, d'autant que je veux recréer cette police de sécurité quotidienne qui est extrêmement structurante. Cela, c'est le point, si je puis dire, en dénominateur commun, qui est très fort. Et je veux que derrière, on puisse aussi avoir une politique de relance des filières et de l'activité économique. Et là, qu'on l'adapte aux territoires ultramarins et à chacun de ces territoires. Et donc sur le plan économique, vous savez que j'ai présenté ce plan de 50 milliards d'euros d'investissement. Je souhaite qu'on puisse le décliner pour chacun des territoires. Et donc, au-delà du cadre d'ensemble, je souhaite qu'il y ait une déclinaison pour chaque territoire spécifique où on regardera la priorité à mettre en termes de secteur. Parce que ce que je souhaite qu'on développe, c'est une approche par filière, parce que la meilleure réponse aux spécificités des territoires d'outre-mer, c'est d'avoir une approche pertinente par filière économique. On a besoin de développer l'agriculture, et là, selon d'ailleurs les départements ou les territoires, de manière très spécifique. Et cette agriculture, on a besoin d'en négocier les spécificités à Bruxelles, qui, sur la filière sucrière, comme là aussi on l'a vu à La Réunion, qui dans le cadre des régions ultrapériphériques, mais on a besoin, dans le cadre de ce plan d'investissement, d'avoir une accélération spécifique pour structurer les filières qui sont critiques et qui ne sont pas les mêmes selon les territoires. Les filières agricoles, la filière bleue, parce que je crois beaucoup à la croissance qui se fera par le maritime, c'est-à-dire l'exploitation des réserves halieutiques, qui a des spécificités tout autres selon les territoires d'outre-mer que pour le reste des régions d'ailleurs d'Europe continentale, la possibilité de valoriser la biodiversité maritime et de valoriser les sources d'énergie maritime. Cette filière bleue, nous devons aussi la développer. La filière numérique a besoin d'un développement spécifique et d'investissement propre. Et donc, dans le cadre du plan d'investissement, je souhaite qu'on ait une approche toute spécifique, justement, des territoires d'outre-mer, territoire par territoire, pour dégager une enveloppe spécifique qui permettra la structuration de ces développements. Mais plus largement, et au-delà de ces mesures communes, ce que je m'engage à faire, c'est d'avoir dès après l'élection une approche qui est enfin à la hauteur des problèmes. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Guyane, à vouloir repousser
les échéances, à vouloir ne pas regarder en face les difficultés qui sont là et penser qu'on peut gérer à l'autre bout du monde, plonger dans d'autres contraintes géographiques, dans d'autres contraintes migratoires, des bouts du territoire français avec les mêmes règles, avec l'absence de vision propre, c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, on le voit, en Guyane, la réponse qui devra être apportée, et je vais y revenir, elle sera beaucoup plus difficile à apporter, beaucoup plus coûteuse que si on l'avait fait il y a 3 ans dans un contexte apaisé. Et donc, pour les territoires d'outre-mer, dès après l'élection, je mettrai en place des assises qui, territoire par territoire, définiront la politique à mettre en place d'urgence sur les 12 mois qui suivront. Je ne souhaite pas... Je vais vous dire, je ne suis pas ici pour vous faire des grandes promesses de convergence ou pour vous dire qu'on va tirer des plans à 10 ans. Parce qu'on n'en est plus là. J'aimerais avoir ce confort. J'aimerais vous dire, on va faire comme on a toujours fait, patouiller. Vous savez, il y a une dizaine d'années, j'étais fonctionnaire à Bercy, on faisait déjà les rapports sur l'octroi de mer, sur à peu près tous les sujets dont on peut se parler aujourd'hui. J'ai connu ça. Donc on peut décider de continuer à faire pareil, ça continuera à exploser. Aujourd'hui en Guyane, demain en Guadeloupe, on était aussi ensemble avec Philippe à Mayotte, c'est pareil. Donc si on ne veut pas voir en face la réalité de l'urgence et des défis, on ne pourra pas les relever. Donc ces assises, on les fera dès le début. Il y aura un délégué spécifiquement en charge, rattaché au président de la République, qui coordonnera ce travail, et ils seront déclinés territoire par territoire. Parce que l'outre-mer, ça n'est pas un grand sac dans lequel on peut plonger l'ensemble des départements et des territoires dans la même destinée. Ça n'est pas vrai, on le sait bien. La destinée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de la Guyane, de Martinique ou de la Guadeloupe, ça n'a rien à voir. Les contraintes ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas similaires. Et donc cette stratégie, je veux qu'elle soit déclinée avec les élus et les forces vives de chacun de ces territoires qui seront présents à ces assises. Derrière, quels seront nos instruments ? Il y aura un instrument que je viens d'évoquer qui est celui du plan d'investissement, avec une enveloppe spécifique pour les Outre-mer. Il y aura ensuite la politique de filière que je compte décliner au niveau des Outre-mer. Il y aura ensuite une politique spécifique sur laquelle je me suis d'ores et déjà engagé, qui est au-delà de tous les engagements éducatifs, économiques que je viens de rappeler, qui est le principe de continuité territoriale qui touche tout particulièrement les territoires ultramarins, et qui consiste à prendre des engagements clairs en termes de continuité aérienne, mais aussi parfois maritime, avec l'Hexagone d'une part, mais également avec l'ensemble des zones économiques qui sont pertinentes pour le développement de nos territoires ultramarins. Et enfin, ce seront les adaptations réglementaires, législatives, voire constitutionnelles. Et en la matière, je veux aussi adopter une approche très pragmatique dont je veux vous faire part cet après-midi. 1. Dans le cadre de l'article 73, tous les territoires qui y ont droit, je souhaite qu'on puisse engager un dialogue constructif. On a commencé à le faire avec plusieurs présidents, je pense à Henri Chalus ou à Rodolphe Alexandre, pour regarder ce qui peut être fait afin de donner plus de capacité réglementaire dans le cadre de ce que la Constitution permet. On a besoin, en termes de transport, en termes d'énergie, en termes de gestion des ressources naturelles, de redonner des marges de manœuvre aux collectivités territoriales et avec ça des responsabilités. Et donc c'est cette politique dans laquelle je souhaite m'engager, en bonne foi, en parfaite transparence, avec les responsables politiques élus. 2, il y a des processus qui sont en cours, je pense à la Nouvelle-Calédonie, ils seront conduits à bien, comme prévu par les accords, et je m'engage à ce que l'État puisse veiller au bon déroulement, en particulier des consultations prévues pour 2018. 3, il y a des adaptations qui se justifient. Je pense à la Réunion, nous devons revenir sur l'amendement Viera-Poulet, qui aujourd'hui empêche des adaptations réglementaires dans le cadre de la Constitution et de l'article 73 pour la Réunion. Or, elles sont tout aussi pertinentes que pour d'autres territoires. C'est ce cadre-là pragmatique, de volontarisme, d'engagement budgétaire, de modernisation de nos territoires que je veux engager dès ces assises et donc dès le début du quinquennat. Je donnerai 3 mois pour la finalisation d'une feuille de route claire et d'une action d'urgence sur l'année qui suivra. Je veux des résultats dès la première année, parce que la confiance n'est plus là. Et quand la confiance n'est plus là, on ne la reconstruit pas avec des engagements sur le long terme. On la reconstruit avec une feuille de route partagée, avec des actions concrètes qui se déclinent dans la première année. Et il y aura au-delà de ça une stratégie quinquennale.
Voilà le cadre. Je pourrais revenir sur beaucoup d'autres sujets, mais je préfère revenir dans le cadre des questions que vous allez me poser. Mais vous l'avez compris, moi la stratégie que je veux mettre en œuvre pour l'outre-mer, ça n'est pas une stratégie clientéliste. On l'a trop fait. Et d'ailleurs, la réalité de notre vie démocratique commune fait que maintenant ça se voit même au milieu ou au cours du quinquennat. Donc je ne vais pas m'engager dans cette voie. Je ne suis pas en train de dire que tout est possible et faire des promesses en l'air, mais c'est un engagement de méthode, de responsabilité, c'est un plan d'urgence que je mettrai en œuvre dès les premières semaines de mon quinquennat si les Françaises et les Français me font confiance. Je terminerai sur ce point. J'ai eu l'occasion de le dire à chacun de mes déplacements. Pour moi, l'outre-mer, c'est cette archipel française qui nous permet d'exister à travers tous les continents, à travers tous les océans, à travers toutes les diversités culturelles, linguistiques et les réalités multiples. C'est une chance pour la France. C'est une chance parce que c'est ce qui porte notre visage, notre dynamisme, notre culture commune dans sa diversité sur tous les continents. C'est ce qui nous permet de pouvoir porter notre voix de l'Amazonie jusqu'à l'océan Pacifique, en passant par l'océan Indien. C'est ce qui est aussi la force de l'influence française. C'est ce qui est notre force continentale dans chaque continent. Et c'est ce qui est aussi la sève de notre culture, de notre propre civilisation. Il suffit de regarder notre littérature, nos arts, notre sport pour s'en apercevoir si besoin était quand j'entends d'aucuns en douter. Moi, je ne crois pas au modèle d'assimilation dont plusieurs candidats ou candidates parlent. Je crois au modèle d'intégration dans la République. Pourquoi ? Parce que je crois à une République forte qui sait assumer sa diversité. Et donc, à ce titre, les Outre-mer sont une composante essentielle non seulement de notre identité, mais de notre projet. Et la relation que dès le début de ma campagne, j'ai voulu avoir avec l'ensemble des territoires d'outre-mer, d'abord, ça n'est pas une relation unique, parce qu'elle est spécifique à chaque territoire. Parce que chaque territoire a ses propres défis, sa propre histoire, parfois ses propres traumatismes, il faut bien le dire, et sa propre complexité, sécuritaire, migratoire, économique. Ensuite, parce que les adaptations réglementaires ne sont pas les mêmes. Et enfin, ce que je veux porter, c'est non pas un discours de compassion ou de clientélisme, comme on le fait depuis tant et tant d'années, parce que ce que j'ai vu sur le terrain n'a rien à voir avec ça. C'est un discours de développement et d'émancipation, comme celui que je veux pour l'ensemble des territoires de notre République. C'est-à-dire donner la capacité à réussir dans le cadre de la République, avec des règles qui sont parfois spécifiques, en donnant les investissements sur les infrastructures essentielles ou les engagements requis, mais parce que les territoires outre-mer, ils veulent réussir dans la République. Mais ils veulent réussir dans la République et l'océan Pacifique, dans la République et l'océan Indien, dans la République et l'Atlantique. Et ça n'est pas pareil que réussir dans la République en région parisienne, qu'on le veuille ou non. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Voilà, je ne serai pas plus long sur ce propos liminaire que je souhaitais tenir à votre endroit. C'est à la fois philosophie d'ensemble, mais les grands engagements et ce que je veux construire. Et je terminerai sur un mot. En marche, c'est construit avec les forces vives de la société française. Et en sachant d'ailleurs parfois tresser la capacité de ces forces vives et des élus. Et votre présence cet après-midi pour moi a été importante parce que vous êtes ces forces vives. Et donc cette transformation, ce plan d'urgence et d'avenir, on ne le fera qu'avec les associations. Et on ne le fera qu'avec ce que vous représentez, qui sont des ponts entre des bouts de République, des bouts de France qui sont parfois à des milliers de kilomètres, et l'Hexagone. Et cette mobilisation, cette capacité à expliquer, à porter cette vision, à faire vivre les instruments que la République mettra en place et sur lesquels je m'engage, c'est ce que j'attends de vous aussi dans ce contexte. Parce qu'on ne réglera pas tout cela avec quelques lois ou quelques fonctionnaires à Paris. C'est une certitude. Je vous remercie pour votre attention et je vais répondre à toutes vos questions. Monsieur le Président, vous m'autorisez à vous appeler comme ça ? Bon. Si vous ne parlez que d'En Marche, c'est factuellement vrai aujourd'hui. Alors, j'ai une question assez précise qui touche à la promotion dans la haute fonction publique d'ultramarins. Alors, je précise ma pensée. Nous ne mendions pas. Il y a toujours une élite
ultramarines dans ce pays. Je ne crois pas à la discrimination positive parce que la discrimination positive est un instrument qui est un instrument. Il y a beaucoup de présupposés et de préjugés sur la discrimination positive, et la discrimination positive n'a jamais été un instrument qui permet aux idiots d'arriver aux responsabilités. Mais mon parcours, moi, est le suivant. Je suis issu d'un milieu assez modeste. Je suis profondément républicain. J'ai été à l'école. J'ai passé des concours comme tout le monde. Je suis actuellement commissaire de police. J'ai exercé des fonctions de sous-préfet à Mayotte, puisque vous en parlez. J'ai été directeur de cabinet. Et n'empêche qu'on peut pas faire ce constat que dans la haute fonction publique aujourd'hui, compte tenu du nombre d'ultramarins qui ont les compétences, parce que les compétences sont bien là, on peut pas nier que la promotion des ultramarins dans la très haute fonction publique est quand même pose question. Alors j'aurais voulu avoir quelle est votre position sur ce sujet. Très bien, je vais faire un tir groupé pour qu'il y ait plusieurs. Vite, comme j'ai vu qu'il y avait des protestations parce que je disais que 2, je vais en prendre 4 groupés et répondre aux 4. Monsieur Macron, bonjour. Monsieur Martial, artiste et président du comité représentatif des Français d'Outre-mer. Nous avons parlé en termes de visibilité de France O et de sa réalité financière et qualitative. Moi, je parle de confiance et je regarde la société, et je vois les exactions qui sont commises par les uns comme par les autres au nom d'un racisme qui devient manifeste et manifesté de plus en plus au quotidien. Je parle de l'éducation et je parle de l'état d'esprit, je parle de point de vue également. Comment faire? Qu'envisagez-vous de faire pour toucher non seulement les quelques 1 million d'ultramarins qu'on peut retrouver sur l'Hexagone, mais également tous ces millions de Français qui développent, des fois à leur insu, un complexe de supériorité vis-à-vis des ultramarins. Je parle de confiance, je parle d'état d'esprit à construire. Ça engage l'éducation, ça engage la visibilité, ça engage en particulier l'espace audiovisuel. Vous avez parlé de service public. Au-delà du service public, comment peut-on travailler sur ces sujets-là en termes de télévision, en termes de cinématographie? Alors, j'essaie de faire... Bonjour Monsieur Macron, Nativel Fabrice du Codium, le collectif pour la défense des intérêts des ultramarins. Alors moi j'aimerais revenir sur la question de la sécurité en Outre-mer. Il y a une loi d'orientation et de programmation sur la sécurité qui dispose que les communes de plus de 20 000 habitants et dont les caractéristiques de la délinquance qui correspondent à celles d'une zone urbaine doivent passer en zone police. En analysant les 150 plus grandes communes de France, nous avons constaté, de plus de 30 000 habitants, nous avons constaté qu'il y a une certaine inégalité réelle, puisque dans les 150 plus grandes communes de France, toutes sont en zone police, seules 3. Il s'agit notamment de Saint-Paul, Le Tampon et Saint-Louis. Donc ma question est toute simple. Êtes-vous pour un redéploiement police-gendarmerie lorsque les conditions d'un tel déploiement sont réunies? Merci. Et la 4e? Monsieur Macron, bonjour. Je suis pour faire écho à ce qui a été dit par mon président, Monsieur Jean-Michel Martial. Je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. On parle d'égalité des chances. Je voudrais vous poser une question. Si vous arrivez au pouvoir, il y a toute une série de dysfonctionnements par rapport à des congés, par exemple le congé bonifié des fonctionnaires de la territoriale, dont l'État au quotidien se permet on dénie aux Antillais le droit d'être, subitement on leur dit, ça fait 20 ans que vous vivez en France, vous perdez votre antillanité. Donc on leur retire le congé bonifié. Je voudrais savoir quelle est votre position là-dessus. Ce n'est pas une question mesquine, mais c'est une question qui concerne beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dans les mairies, dans les hôpitaux, et il faudra à la limite l'expliciter plus clairement comment vous voyez les choses. J'ai une deuxième question aussi à vous poser, c'est-à-dire que vous vous adressez aux associations de l'Hexagone, mais vous nous parlez de problématiques touchant les départements d'outre-mer. Nous, ce qu'on a besoin ici de savoir, c'est quelle représentativité aurons-nous réellement
Hein, et c'est pas au moment des élections qu'on nous déroule le tapis rouge, qu'on nous fasse des sourires, mais comment concrètement les ultramarins ici dans l'Hexagone trouveront définitivement leur place, parce que nous avons nos enfants ici, et il est important pour nous de tracer le chemin pour que nos enfants se sentent pleinement français et pas discriminés selon leur couleur ou selon leurs origines. Voilà. On va donner la parole, juste pour 2 dernières questions, j'en ai déjà pris 4, mais à deux dames, parce qu'il n'y a que des messieurs qui ont pris la parole. On est 2 personnes. Donc il faut 2 dames, parce que sinon on a un problème aussi de... Ah, merci. Merci, monsieur Macron. Alors, je m'appelle Axel Corosine, je suis candidate aux législatives en Martinique pour la 2e circonscription. C'est la circonscription du Nord. Et donc c'est une circonscription rurale. Je souhaiterais connaître vos propositions pour la filière agricole en Outre-mer. Merci. Alors, une dame. Oh, jolie. Voilà. Merci. Donc, monsieur Macron, je vous laisse d'abord répondre à ma compatriote et ensuite je pose mes questions. Non, allez-y. Ah, d'accord. Ah, super. Ok, donc bonjour à tous. Merci de nous avoir reçus. Moi, j'ai 2 questions. Une première sur le logement. Parce que en tant que jeune salariée et très récemment ex-étudiante, j'ai rencontré pas mal de difficultés, comme beaucoup de jeunes ultramarins. Et je pense que cette question ne concerne pas uniquement les jeunes, mais tout simplement les ultramarins qui viennent en France hexagonale, qui recherchent un logement et qui sont confrontés à des discriminations de propriétaires qui ne reconnaissent pas les bailleurs ultramarins comme étant des bailleurs français, parce que pour eux, l'outre-mer ne signifie pas la France. Ensuite... et la deuxième question, c'est par rapport au concours que passent les ultramarins, qui réussissent et qui sont dans l'obligation de devoir quitter leur territoire alors que ce n'était pas, qu'ils ne l'avaient pas en projet, et cela cause des éclatements familiaux, et c'est une véritable problématique aujourd'hui. Je prends l'exemple typique des professeurs qui réussissent leur concours de CAPES et doivent venir ici pendant 3 ans de façon obligatoire, alors que certains ont déjà construit toute leur vie là-bas et se retrouvent à devoir quitter tout ce qu'ils ont, chercher un logement qu'ils ne trouvent pas parce que comme ils viennent de l'outre-mer, donc du coup ils n'ont pas le logement, ils sont sur liste d'attente des demandes de logements sociaux, et j'en passe sur les problèmes qui continuent suite à ça. Voilà, merci beaucoup. Bon, je vais conclure sur la réponse à ces 6 questions en vous remerciant pour cela. Alors, sur la haute fonction publique et l'outre-mer, je suis favorable, je l'ai dit, sur toutes les listes de hauts fonctionnaires, en particulier ceux qui sont nommés en Conseil des ministres, mais ceux qui relèvent aussi d'une décision ministérielle pour les postes à responsabilité, d'avoir des listes d'aptitudes qui permettent de prendre en compte 2 objectifs, l'objectif de diversité et l'objectif de parité. Et dans ce contexte-là, évidemment, les ultramarins seront pris en compte. Aujourd'hui, quel est le problème que nous avons ? C'est un problème de consanguinité qui vaut d'ailleurs, vous l'avez dit, pour la capacité à monter les échelons au sein de la fonction publique. Quand on est né outre-mer et qu'on est déjà rentré dans la fonction publique, ce que vous décrivez, je pourrais à peu près le dupliquer sur un discours sur les femmes. Non mais c'est vrai. Et donc quand on parle aux femmes ultramarines, c'est au carré. Et donc, on ne règle cela qu'en ayant une vraie politique de promotion qui est beaucoup plus transparente. Sinon, c'est l'entre-soi. Je veux dire, je l'ai vu faire. C'est que vous faites la promotion des gens que vous avez autour de vous. Et donc, dont vous voyez au plus près les responsabilités. Et donc, ça ne peut fonctionner que si vous avez des nominations qui se font sur liste d'aptitudes paritaires et prenant en compte la diversité à tous les postes importants. Et moi, je commencerai pour ce faire avec tous les postes nommés en Conseil des ministres qui se feront sur une liste d'aptitudes transparente. Il y a après un choix final de l'autorité qui est en charge de la nomination, mais la base de départ doit prendre en compte ces critères. Dans le cadre des recrutements par concours, aujourd'hui, et en particulier grâce au mécanisme dont parlait Madame tout à l'heure en étant à Sciences Po, je crois qu'on a commencé à corriger des biais qui existaient, mais il faut continuer à ouvrir ces filières, en particulier à l'ENA, au concours interne des différentes administrations, au concours du Quai d'Orsay, ou aux différents concours d'écoles d'ingénieurs, où là aussi on doit avoir des politiques d'ouverture qui se développent encore davantage. Sur l'état d'esprit général, vous l'avez rappelé, moi je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Je pense que la défiance, elle est double, et que nous sommes encore
en France avec, en quelque sorte, un conflit des mémoires, et des mémoires traumatisées. Et il y a une partie de la France qui ne veut pas voir une partie de son passé, et une autre partie, du coup, qui est renvoyée à son identité et au traumatisme de celle-ci. Moi, je veux construire l'avenir dans le pays, et le construire avec toutes ses composantes. Et c'est ce qui m'a conduit parfois à tenir des propos qui ont pu choquer certains, mais ces certains qui ont été choqués, ce sont des gens qui ne veulent pas construire une nouvelle page, qui veulent enfermer les gens dans une identité. Et tant que la France vivra comme ça, on aura des problèmes. Dans la France d'outre-mer, dans les quartiers, parce qu'on aura des jeunes qui d'ailleurs, en quelque sorte, feront revivre un passé qui n'est pas forcément le leur, mais qui donne à leur imaginaire une force extrêmement, en quelque sorte, d'opprimer, et revivent toute l'histoire partagée à travers ces traumatismes. Et de l'autre côté, une partie de la France qui considère qu'il y a une vérité française, et qu'elle existe en quelque sorte dans une part extrêmement réduite de l'Hexagone, et que les autres n'ont qu'à s'y soumettre. L'histoire de la République, ça n'est pas ça. Notre histoire commune, ça n'est pas ça. Et moi, je veux en faire la pédagogie, mais le porter politiquement. Et le porter non pas pour ressasser le passé, non pas pour être dans une approche victimaire ou de repentance, pas une seconde, mais pour pouvoir construire l'avenir. Et dire l'histoire de la République, et même d'avant la République, est fait de pages sombres, de vrais crimes, en même temps de choses formidables, et que tout ça maintenant doit nous permettre de construire dans ce qu'est l'universel de la République entre citoyens une nouvelle étape. Et donc, ni hégémonie, ni repentance, mais la construction d'un avenir commun. Et ce qui suppose d'avoir un discours politique décomplexé sur le sujet, je l'ai. D'avoir ensuite un travail mémoriel, honnête, très décomplexé, et quand je me suis rendu en Guadeloupe, j'avais vu le mémorial à ce titre qui joue un rôle extrêmement fort, et qui, je crois, est un élément extrêmement symbolique et dont nous pouvons être fiers sur ce sujet. Il faut l'enseigner, et il faut réconcilier les mémoires. Et l'enseigner ne doit pas être pour assigner à résidence mémorielle les enfants de la République, mais il est pour reconnaître la part de notre histoire dans toutes ses composantes et permettre à chacun de se construire dans la République et d'y réussir. Enfin, ça passe par une vraie politique de représentation, vous l'avez dit. C'est une représentation qui est d'abord politique. C'est pour ça que moi je me suis engagé dans les critères que j'ai donnés d'investiture aux élections législatives, qu'elles concernent d'ailleurs l'Hexagone comme l'Outre-mer, d'avoir une politique où la diversité sera reflétée dans les investitures que je ferai. Parce qu'on ne peut pas avoir une sous-représentation des Français d'outre-mer et des Français d'outre-mer vivant en Hexagone dans le personnel politique actuel que l'on voit et dans tous les responsables politiques. Ensuite, ça passe par une représentativité chez les entrepreneurs, dans le personnel médiatique, dans les personnes qui sont en effet visibles, qu'il s'agisse de la télévision ou du cinéma. Et donc, dans ce cadre-là, il faut avoir une politique volontariste. Le CSA doit la promouvoir, et moi j'assume dans les objectifs qui seront réactualisés pour le CSA en début de mandature de réaffirmer ces derniers, parce que ça participe de cette réconciliation. Parce que ce dont les Françaises et les Français ont besoin, c'est, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur histoire personnelle ou familiale, de pouvoir avoir des modèles ou des points d'identification. Et ils l'ont aujourd'hui dans certains domaines. Dans le sport, par exemple, ça marche très bien, mais ils ne l'ont pas suffisamment dans d'autres. On n'a pas assez d'universitaires, d'entrepreneurs, d'acteurs, de présentateurs qui permettent justement cette identification et qui permettront la réussite et de casser ces plafonds de verre pour les uns ou ces espèces de murs imaginaires et mentaux qui existent chez les autres. Et donc ça passe par une politique très volontariste sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan de la promotion pour construire ces modèles. C'est ça la politique que je veux mener, qui est la part positive de ce que je disais tout à l'heure à monsieur en parlant de la lutte contre les discriminations à l'embauche par exemple. Ce sont ces deux piliers que je veux construire en acte cette politique d'émancipation dans la société. Sur le troisième point, et le renforcement des forces de sécurité et du sujet police-gendarmerie, je ne connais absolument pas les deux cas précis que vous avez donnés, je me prie d'en excuser, donc je ne vais pas vous faire de réponse d'estrade. Il faut regarder ce sujet en détail, je le regarderai, et le sujet sécurité fera partie des assises de l'outre-mer pour qu'on considère un traitement parfaitement, évidemment, égal
de l'ensemble des territoires de la République. Et s'il n'y a pas de justification pour qu'il n'y ait pas un déploiement en zone police, il n'y en aura pas. Je veux dire, il n'y aura pas de traitement différencié par rapport aux autres communes. Ma volonté, c'est qu'on puisse justement, dans les territoires ultramarins, avoir un déploiement, là aussi, des nouvelles forces de police et construire cette police de sécurité quotidienne que j'évoquais. S'il y a des différenciations à faire, elles sont plutôt à faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, à mes yeux, en renforçant certaines actions de police et de sécurité. J'ai eu l'occasion de le dire, par exemple, pour la Guyane, compte tenu de ce qui se passe. Je souhaite qu'on remette la PAF 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moins à la frontière avec le Maroni, parce qu'on a aujourd'hui, enfin sur le long du Maroni, parce qu'on a aujourd'hui un vrai problème et qui ne se limite pas à Saint-Laurent sur ce sujet. Donc on a plutôt là des déploiements à faire avec qui la PAF, qui les forces militaires. Mais sur l'organisation police-gendarmerie, elle relèvera du droit commun avec un investissement tout particulier compte tenu des sujets de sécurité et de délinquance qui sont réels dans de nombreux territoires et départements ultramarins. Pour ce qui est de la fonction publique hospitalière et des congés bonifiés, je prends note de votre sujet, je ne vais pas vous faire de clientélisme. Mon point n'est pas de changer drastiquement le système et de vous faire des promesses ou de vous garantir telle ou telle chose qui n'existe pas aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, sinon vous me diriez que je fais un tapis rouge pour les campagnes aux ultramarins. Comme vous m'avez compris, ça n'est pas le cas. Mais je vous parle comme à des gens qui ont des responsabilités associatives et politiques et qui sont concernés par les sujets des ultramarins vivant en hexagone et les sujets de l'outre-mer plus largement. Et on regardera donc s'il y a des problèmes spécifiques qui existent sur les congés bonifiés après 20 ans et qui justifient, dans certains cas familiaux, de faire des aménagements. Mais je ne compte pas sur ce sujet changer les règles existantes. Sur le sujet des filières agricoles outre-mer. Alors j'ai dit d'abord, je souhaite sur ce sujet-là qu'il y ait une part du plan d'investissement qui soit déployée. 5 milliards du plan d'investissement d'avenir seront consacrés à un plan d'avenir agricole qui permettront la montée en gamme des exploitations, leur transformation, le développement de circuits courts et de réponses ad hoc. Et il y aura donc une enveloppe spécifique pour l'agriculture ultramarine. Ensuite, les problématiques, pour avoir une stratégie cohérente, sont multiples selon les territoires. Je souhaite qu'on développe massivement et qu'on aille vers une souveraineté alimentaire qui aujourd'hui n'existe pas, en tout cas on en est loin, en Guadeloupe et Martinique. Ce qui suppose de développer des filières existantes type banane et de la prendre en compte d'une part dans les négociations commerciales européennes, d'autre part dans les renégociations à venir de la PAC, mais aussi d'avoir une politique volontariste de développement des filières agricoles qui permettent cette souveraineté alimentaire. On a la possibilité de le faire, on ne le fait pas suffisamment aujourd'hui, et donc là c'est la création tout bonnement de certaines de ces structures, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'agriculture comme de la pêche. Et là aussi, la prise en compte des intérêts spécifiques et des réserves halieutiques qui existent sera au rendez-vous, parce que je considère que c'est ce qu'on doit à ces territoires. Et dans le cadre des négociations pour des régions ultra-périphériques, on peut tout à fait négocier d'ailleurs des conditions qui sont à part et qui n'ont rien à voir avec les conditions de pêche en Europe continentale. Ensuite, il y a des éléments spécifiques de négociation qui seront également pris en compte. Je l'évoquais sur la banane. La canne à sucre, évidemment, a besoin d'une réponse spécifique. Je confirmerai à court terme les 38 millions d'engagements budgétaires pour maintenir la filière. Mais au-delà de ça, j'accompagnerai dans les négociations à venir de la PAC la prise en compte de la filière canne à sucre, qui est très différente dans le cadre des négociations sucre de celle de la filière betterave, et qui est un élément important du développement de l'agriculture ultramarine. Mais j'aurai un objectif pour tous les territoires d'outre-mer, c'est vraiment de développer la construction de filières pérennes, agriculture et bois, de valoriser la biodiversité et la richesse de nos réserves naturelles, et d'aller vers un objectif de souveraineté alimentaire, comme on l'a d'ailleurs sur le plan énergétique, sur l'ensemble de nos territoires d'outre-mer. C'est la réponse la plus pertinente au problème de la vie chère, et c'est la réponse la plus structurelle à des problèmes d'emploi dans plusieurs régions. Donc voilà. Adaptation réglementaire, négociation européenne, plan d'investissement d'avenir et accompagnement ensuite de contrats de filière entre les producteurs et les distributeurs, parce que là aussi on a un problème dans beaucoup de territoires ultramarins, c'est le manque de concurrence qui existe chez les distributeurs, qui ont du coup une politique de prix qui se fait aux dépens des producteurs et qui ne permet pas à la fois de baisser les prix, mais ni même d'avoir une agriculture soutenable. Et donc là, ce sera par la négociation de contrats de filière qui découlera de notre stratégie. Enfin,
vous m'avez posé deux questions, l'une sur le logement et l'autre sur les carrières. J'ai bien pris note de ce que vous évoquiez sur les carrières administratives et les concours. Je pense que c'est un point qui doit être débattu dans ces assises dès le début de mandat. C'est une réponse très pragmatique et qui se regarde, je dirais, de manière chirurgicale selon les secteurs et les concours. Mais je prends note de ce cas très spécifique qui suppose des adaptations et du pragmatisme là. Il est évident que quand vous passez un concours national, type une école d'ingénieur nationale ou une école de la fonction publique nationale, cela va avec une politique de mobilité. Et là, je l'ai dit dans mon programme, cela doit être accompagné sur le plan financier pour permettre les allers-retours familiaux et autres. Après, quand c'est un concours qui peut se décliner dans tout le territoire, on doit pouvoir favoriser une installation, une première expérience professionnelle au plus près de l'endroit où on l'a passé, surtout quand c'est à des milliers de kilomètres et qu'on a une vie familiale déjà construite. Enfin, sur le logement, là-dessus, j'ai plusieurs réponses structurantes qui sont dans notre programme. D'abord, on a des problèmes de logement quand il y a une tension sur le marché du logement, d'où qu'on vienne. Et donc, le cœur de ma politique du logement, c'est une politique d'offre très volontariste et de construction de logements massifs dans les 3 zones tendues principales qu'il y a en France, Grand Paris, Lyon, frontière suisse, et Aix-Marseille. Et là, c'est d'avoir une politique dans les 2 premières années de construction massive de logements et de logement social pour permettre de faire baisser les prix et de répondre aux besoins. La deuxième chose, je renforcerai les politiques de logement social et de logement intermédiaire pour permettre, là aussi, de baisser les prix hors du libre dans ces zones tendues. Puis la troisième chose, c'est que je mettrai en place, dès le début du quinquennat, une politique de transparence dans les attributions et les prix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence au niveau national dans l'attribution des logements sociaux. Ce qui conduit à du clientélisme, on le sait très bien parfois, mais également à l'inefficacité. Quand quelqu'un n'a pas sa famille à proximité et vient de plusieurs milliers de kilomètres, elle doit, dans les critères d'attribution, faire partie des gens qui sont favorisés pour accéder à un logement. Quand vous avez de la famille qui peut encore vous loger quelques kilomètres, vous n'êtes pas prioritaire par rapport à une telle personne dans les critères d'attribution. Et donc il faut des critères d'attribution objectifs, un suivi transparent, et c'est tout cela ce que je m'engage à faire. Enfin, pour les étudiants, j'en ai jusqu'à présent peu parlé, mais dans le programme qui est le nôtre, il y a, dans le cadre du plan d'investissement, un plan de construction de 60 000 logements étudiants pour là aussi répondre aux insuffisances actuelles et qui concerne tout particulièrement les élèves venant de la ruralité, enfin les étudiants venant de la ruralité ou des territoires ultramarins éloignés. Voilà la réponse à votre question. Écoutez, vous savez, moi je n'ai jamais fait de plan sur la comète ni commenté les sondages, mais depuis le début, je suis déterminé et responsable. Voilà, et donc je le serai jusqu'à la dernière seconde. Merci. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.